Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être là. Je m'appelle Nabil El Khatib. Et bonjour, moi c'est Elise Schuller. Et donc on travaille tous les deux chez Doctolib en tant qu'ingénieur logiciel embarqué. Du coup là, j'imagine potentiellement vos interrogations. Il y a ce type de poste chez Doctolib, il y a des devs embarqués chez Docto. Et bah oui, il y en a deux et ils sont devant vous aujourd'hui. Et on a débarqué dans ce monde de développeurs full stack il y a 3 ans. Et justement aujourd'hui, on voulait partager avec vous notre retour d'expérience sur un des projets sur lesquels on a travaillé depuis notre arrivée et qui était justement un peu disruptif par rapport aux habitudes de Docto. Et pour illustrer ça, ceci pour nous, c'est des tests automatiques qui tournent en CI. Mais bon, avant de vous détailler, déjà un petit peu de contexte. Ouais, alors je suppose que tout le monde, ou à peu près, connaît Doctolib de nom. Donc il y a la partie prise de rendez-vous, que ce soit par mobile ou sur votre desktop, qui est très connue, donc qui permet aussi aux praticiens de gérer leur agenda. Mais en fait, il y a une autre partie qui sera un peu le cœur de cette présentation et qui est importante à connaître pour la suite. Donc, qui consiste en Doctolib Médecin. C'est un logiciel qui est destiné aux praticiens donc pour gérer toute la partie médicale et financière de leur cabinet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, médicale et financière? Ça veut dire tout depuis la prise en soin des patients, la gestion de leurs antécédents, la gestion de leurs potentielles analyses biologiques, par exemple, la gestion des prescriptions pour faire certains examens, etc., etc. Mais donc, en fait, il y a aussi une partie facturation dans cet ensemble-là. Et qui dit facturation dit probablement feuille de soins papier, donc que, que vous voyez à l'écran. Donc c'est cette fameuse feuille CERFA que votre médecin vous a probablement délivrée le jour où vous étiez allé sans carte vitale. À quoi ça sert? Ça sert à renseigner toutes les informations que la consultation entre vous et votre médecin, donc toutes les informations liées à cette consultation, pour, in fine, envoyer cette facture à l'assurance maladie pour que vous, à la fois, et votre médecin soyez payés, donc pour que lui soit remboursé pour d'éventuels soins qu'il a donnés. Et donc il y a toute une partie de données que cette feuille de soins papier contient. Et il se trouve que dans les années 90, l'assurance maladie décide de dématérialiser cette feuille de soins en passant par des cartes à puce. Donc à la fois pour le praticien, donc c'est les CPS que vous connaissez peut-être pas, et les cartes vitales classiques en vert. Et donc ces deux cartes-là sont censées remplacer une grande partie des données que cette feuille de soins en papier contenait, mais bon, pas toutes. En plus d'avoir la différence de se passer de la partie transmission par la poste, parce que la feuille de soins en papier est prévu pour être envoyé par la poste à votre assurance maladie, ce qui fait qu'avec les cartes, on n'a plus besoin de faire ça, et c'est le praticien qui le fait par son logiciel. Et donc, qui dit carte à puce, dit lecteur de cartes. Et donc, chez Doctolib, on a développé un lecteur de cartes que l'on fournit avec la solution de facturation. Donc, c'est un lecteur qui permet de faire la lecture des cartes, des deux cartes praticien et patient. Pardon, je vais juste... C'était pas trop prévu. Mais bon. Je vais tenir le micro comme ça. Donc il y a une carte CPS qui va sur la trappe, puisqu'elle n'est pas amenée à être changée fréquemment. Donc il reste souvent sous la trappe. Et une partie, donc la carte vitale des patients qui est insérable sous le capot. Et donc ça, c'était la partie petite démo. Donc tout ça pour vous dire que le logiciel de facturation permet de faire la facturation avec ce lecteur à la fois sur desktop, mais aussi sur mobile, pour les praticiens qui peuvent faire des visites à domicile, donc ce sont en Bluetooth ou en USB sur desktop. Ouais, merci. Maintenant que vous en savez un peu plus donc, sur le produit hardware dont on veut vous parler, il faut aussi savoir donc Doctolib Médecin, c'est une application mobile et desktop qui se base sur ce qu'on appelle le Billing Engine. Donc le Billing Engine, c'est une librairie écrite en Rust qui est notre moteur de facturation, donc qui contient toutes les règles de facturation telles que décrites dans le cahier des charges du GIE Vital, donc qui est un organisme lié à l'assurance maladie. Et qui en fait est là pour aider le praticien à faire une facture valide et qui contient toutes les bonnes données.
Et donc ce Billing Engine, lui, il se repose sur les FSV, donc les fournitures Sésame Vital. Donc ces FSV, c'est des librairies qui nous ont été fournies par l'assurance maladie. Et c'est celles-ci qui vont contenir différentes API, dont celles qui vont nous permettre de lire les cartes. Donc c'est les FSV qui vont avoir l'intelligence pour lire les données qui sont en carte vitale et CPS. Et donc ces FSV qui ensuite vont accéder aux couches hardware du poste, donc à l'USB sur desktop, pour aller accéder au lecteur et lire les cartes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces librairies, elles nous sont fournies en tant que librairies dynamiques sur Mac, Windows et Linux, mais elles n'étaient pas existantes sur mobile. Donc en fait, on a demandé les sources pour pouvoir les recompiler et qu'elles soient mettables sur un Android et un iOS. Et ensuite, on a aussi dû faire un petit travail pour qu'au lieu de vouloir communiquer avec l'USB, eh ben, elle communique via le Bluetooth vers notre lecteur. Je vous fais ce petit détail-là parce que par la suite, on va vous parler un peu plus de mobile parce que du coup, on avait aussi ces couches-là en plus du firmware du lecteur à valider. Et donc, je commence à parler de validation, donc je vais vous parler un peu de test parce que c'est un peu l'idée de cette présentation. Donc, quand on est arrivé chez Docto, ça, c'était la couverture de test, donc avec toutes les cases grises non couvertes. Donc, pour pouvoir runner ces tests-là, ils utilisaient un mode mock. Donc, à la fois, ça permettait d'être plus rapide, parce qu'il n'y a pas d'accès hardware. C'était aussi agnostique du poste. Donc, on peut facilement faire tourner ça sur des runners standards. Et puis en plus, très facilement parallélisable. Et bon, faut le dire aussi, il n'y avait pas grand monde qui voulait s'y coller et rajouter le hardware dans cette boucle. Et je vais aussi vous détailler ce qu'on appelle les tests de certification. Donc c'est des tests un peu particuliers qu'on a ajoutés. En fait, il faut savoir que pour pouvoir fournir la solution Doctolib Médecin, on doit passer une certification. Donc une certification qui se concerne surtout notre moteur de facturation dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour pouvoir passer cette certification, on nous fournit des cartes spéciales. Donc, là, vous voyez, j'ai tout un classeur de cartes vitales, donc qui sont des cartes spécifiquement créées pour pouvoir passer ces tests de certification. Donc on parle d'une trentaine de cartes CPS et une centaine de cartes vitales. Et donc ce qu'on a fait, c'est que ces tests, ils ont été automatisés. Déjà, pour aider à passer la certification, surtout qu'on est amené à l'évolution, lors de grosses évolutions du cahier des charges, à devoir repasser une certification pour valider cette évolution, mais aussi pour pouvoir en faire des tests de non-régression. Parce que du coup, on est amené à faire des modifications régulièrement dans le moteur, et donc valider qu'on n'a pas cassé ces règles qui sont très importantes. Donc ces tests sont faits à la fois via HM, à la fois via API, selon la vitesse de retour. Et donc, comme je disais, on utilise un mode mock. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préalablement recordé l'ensemble des données des cartes de test. Donc, on les a toutes lues grâce au lecteur. On a pris leurs données. On les a enregistrées en format JSON. Et ce qu'on fait quand on passe des tests, en fait, on dit d'abord au moteur de facturation, là, ta facture, tu vas la faire avec tel jeu de données pour la vitale et tel jeu de données pour la CPS. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionnait à notre arrivée. Et donc, cette fois-ci, on va rentrer dans le cœur du sujet et on va vous raconter notre histoire, l'histoire de ce projet, comment on a intégré le hardware dans tout ça. Donc, je reprends le schéma qu'Élise vous montrait juste avant. Donc, pour la suite, on va se limiter au mobile parce que c'est ce par quoi on a commencé, c'est le plus intéressant pour la présentation. Donc, on était parti avec un objectif assez simple, c'est de capitaliser sur les tests de certification parce que c'est ce qui fait foi auprès de l'assurance maladie et auprès de nos utilisateurs. Donc, partir de ces tests de certification et donc intégrer le plus de couches. Donc là, vous voyez qu'elles sont plus grises parce que c'est un peu là où on voulait aller. Donc, intégrer le plus de couches en allant vers le bas jusqu'à aboutir même vers le firmware jusqu'au firmware parce que c'est quelque chose. Donc, le firmware, c'est ce qui tourne sur le lecteur pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi être amené à changer en fonction des bugs et des nouveautés qu'on apporte. Donc, on voulait aussi couvrir par ce biais-là le firmware qui est dans le lecteur. Avec un focus particulier, c'est de savoir comment automatiser
le changement de ces dizaines de cartes CPS, donc une vingtaine, et un peu plus d'une centaine de cartes vitales. Donc, en réalité, la première question qu'on s'était posée, c'était concrètement comment on peut tester toutes ces dizaines de cartes, donc ces dizaines de couples de cartes vitales et de CPS. Et en fait, on avait très vite deux solutions qui nous venaient en tête. La première était triviale, à savoir d'avoir quelqu'un qui était derrière un banc et qui s'occupait que de retirer les cartes et en remettre d'autres en fonction des tests que l'on voulait exécuter. Bon, forcément, vous voyez que c'est pas une solution réaliste et que c'est pas sérieux. Et une deuxième qui était un peu plus techniquement cohérente, qui consistait en la création d'un robot qui, dans le but, était d'avoir une main qui se chargerait d'insérer et de retirer ces cartes-là. Malheureusement, ça aurait pu être envisageable, mais ça n'est toujours pas le cas. Ce n'est pas dans les compétences qui sont dans l'équipe. Donc on a laissé tomber. Et donc ensuite, on a pensé un peu bêtement à un simulateur de cartes. On s'est dit, est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé la même question, qui ont eu le même cas d'usage, de vouloir tester une solution d'un lecteur de cartes à puce? Et la réponse est oui, il y a bien des gens qui font ça. Il n'y en a pas beaucoup des entreprises. C'est un peu un marché niche assez fermé. On en a trouvé deux, on en a identifié deux qui répondaient à nos besoins. Donc la première, Smartware à gauche, qui répondait à notre besoin effectivement, mais en fait c'était pas exactement ce que l'on voulait parce que c'était à la fois complexe, il n'y avait pas d'offre de test, il n'y avait pas suffisamment de support, c'était pas très adapté. Et c'était plus destiné à des gens qui souhaitent revendre ces solutions de test et pas à des gens qui, comme nous, ne sont pas spécialistes et veulent le faire eux-mêmes. Et puis il y en avait une deuxième qui était celle qu'on a retenue, donc Keolabs, avec le boîtier, le Nomad Lab qui s'appelle, le boîtier qui est à droite, qui fait exactement ce que l'on voulait, encore une fois, avec plus de simplicité, plus de facilité à mettre en œuvre. Il y avait plusieurs langages possibles à utiliser. Concrètement, comment ça marche? Vous voyez qu'il y a un boîtier tactile et qui est relié à une carte par une sonde. Et donc cette carte-là est une carte vierge en fait, qui est reliée avec des signaux électriques au boîtier-là. Et ce que l'on fait, c'est qu'on télécommande ce boîtier-là, on télécommande cette carte-là par ce boîtier-là, qui est relié à un PC. Je vous expliquerai juste après. On télécommande et donc le but de ce boîtier-là, c'est de transformer les commandes que l'on veut envoyer à la carte à des signaux électriques et vice-versa, pour que la carte puisse comprendre ce que l'on veut. Et donc se comporter comme une carte que l'on veut, donc une CPS ou une vitale. Il y en aura deux, un pour chaque. Et donc je vous ai parlé de télécommander une carte, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Les cartes répondent à des commandes qui s'appellent des APDU, échange des APDU avec les lecteurs de cartes. C'est vraiment juste des suites d'octets arbitraires, mais bon, il y a un protocole à respecter en fonction un format défini de commandes et de réponses à respecter. Mais voilà, donc concrètement, le lecteur est un initiateur de commande et la carte ne fait que répondre à ces commandes-là, elle ne peut pas initier de communication d'elle-même. Je vous montre à quoi ça ressemble. Forcément, c'est des octets, pas de surprise. Mais donc, je vous ai montré un comparatif de deux extraits. À gauche, c'est un JSON du mock dont vous parlez, Élise, juste avant. Donc, c'est un mock de carte vitale, c'est un extrait, hein, c'est pas un mock complet. Mais ça montre un certain nombre de données. Il y a un rectangle qui montre le numéro de série de la carte. Et je voulais surligner pour vous montrer que dans les deux cas, on retrouve la même donnée. Donc à droite, je ne vous l'ai pas dit, mais donc c'est les commandes et les réponses qui sont envoyées à la carte. Donc c'est des commandes qu'on a enregistrées pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc il y a des commandes et des réponses. Et on peut retrouver à peu près les mêmes données en fonction du format que l'on utilise. Et du coup, une fois qu'on en savait plus sur ces fameuses APDU, on s'est dit comment on peut les recorder, comment on peut les récupérer. Pour ça, on a un peu étudié comment elles étaient transmises, comment ça se passait et où est-ce qu'on pourrait potentiellement se brancher. Donc, il faut savoir, je vous en parlais tout à l'heure, il y a le Billing Engine qui va appeler les FSV et leur demander de faire une lecture de carte. Et les FSV, elles vont en fait passer d'abord par une librairie qui s'appelle le PCSC. Donc, c'est une librairie standard qui est de base sur vos ordinateurs. Et dans cette librairie PCSC, il y avait cette fameuse fonction que vous voyez ici, là, le SCART Transmit.
Et dans cette fonction, en fait, c'est là où on voyait que se faisait l'échange. On avait notre commande et notre réponse. On s'est dit, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut récupérer cet échange? Et donc là, on a mis notre capuche, on s'est mis un peu en mode hacker, et on a utilisé le système de trampoline. Donc en fait, le système de trampoline, on va remplacer à l'adresse d'appel de la fonction qui nous intéresse le pointeur vers une autre adresse vers notre fonction de hook. Et ensuite, dans la fonction de hook, on peut ou pas rappeler la fonction d'origine. Et donc, on a mis ça en place en Rust. Donc là, vous voyez, tout en haut, la première partie, c'est on va récupérer l'adresse justement qui nous intéresse de notre fameux S-card transmit dans notre DLL PCSC. Ensuite, au milieu, là, dans l'init, c'est là où on appelle le enable de la librairie. Donc, on a utilisé une librairie qui existait, qui faisait déjà ce trampoline, qui s'appelle Détour. Et c'est, au moment où on va faire l'enable, c'est elle qui va aller remplacer l'adresse par l'adresse de notre fonction de hook, qui est donc ce qu'on voit en bas. Et donc, c'est là où on a fait notre recording. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On appelle d'abord la fonction d'origine. Comme ça, elle va faire le transmit, recevoir la réponse. Une fois que c'est fait, nous, on traduit, comme c'est des librairies C, c'est une interface en C, on traduit en type Rust, et puis on n'a plus qu'à écrire ça dans notre fichier. Donc voilà, donc on a recordé nos centaines de cartes vitales et notre trentaine de cartes CPS avec ça. Et une fois fait, on a pu mettre en place un petit proof of concept avec notre Nomad Lab. Donc d'abord, on a fait sur une seule carte pour valider que ça fonctionnait. Donc, il y a notre fameuse suite de tests dont je vous parlais, des tests de certification, qui va démarrer. Là où elle disait avant, charge telle carte moquée et telle carte moquée, elle va juste dire à notre émulateur, charge telle carte recordée d'APDU, donc il va le charger en mémoire. Ensuite, le test démarre, ça va appeler l'engine, qui du coup va appeler les FSV, et envoyer une première APDU jusqu'à notre lecteur. Cette APDU va être retransmise au Nomad Lab qui lui-même va retransmettre à notre petit démon émulateur. Il va faire la correspondance commande-réponse et renvoyer. Et là, ça y est, après plusieurs échanges, on a une première lecture de carte. Première lecture de carte fonctionnelle, premier test vert, on est super content. On en passe un deuxième, rouge, le suivant aussi, le suivant aussi. Bon, par contre, quand on les passe tout seul, ça marche. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, on a découvert l'importance des événements de retrait et d'insertion de cartes. Parce que là, du coup, notre sonde, elle est tout le temps insérée dans le boîtier, dans le lecteur. Et donc, on n'avait pas ces événements. Et en fait, il faut savoir qu'une smart card, dedans, il y a un système de fichiers. Et pour se balader dans ce système de fichiers, en fait, les FSV vont retenir le curseur dans le système. Et donc, en fait, ce curseur est reseté que quand on retire la carte. Donc pour elle, elle comprenait pas, elle n'était pas au bon endroit dans le système de fichiers, elle comprenait pas ce qu'on voulait faire. Donc il a fallu simuler cette partie-là. Donc il y avait encore une fois la possibilité de le faire mécaniquement, mais comme expliquait Nabil, c'était pas forcément ce qu'on voulait faire. Et donc on l'a fait en fait via notre lecteur. Il se trouve que du coup nous on a capacité de contrôler notre lecteur. Donc en fait, on peut envoyer des commandes qui, au lieu d'aller jusqu'à la carte, vont s'arrêter au niveau du lecteur. Et là, on pouvait lui dire désalimente ou réalimente le slot que l'on veut, où on veut simuler le retrait-insertion. Donc voilà, on l'a fait de cette manière-là. On désalimentait la carte, ça faisait un retrait. On disait à notre émulateur de chercher la prochaine carte. Et puis on réalimentait la carte, et là, on avait une nouvelle insertion. Donc là, à cette étape-là, ça y est, on avait notre émulation, où en dupliquant avec deux Nomad Lab, on avait pour la CPS et pour la Vitale. Et donc là, j'imagine un peu vos interrogations. De PC Windows, ça paraît un peu beaucoup. En fait, il se trouve que le Nomad Lab utilisait un système pour communiquer avec les Windows qui est déjà spécifique à Windows, donc impossibilité d'utiliser un Mac, et en plus qui est pas multiplexable. Donc on était obligé d'avoir un seul Nomad Lab connecté à un Windows. Deux Nomad Lab, ça ne marche pas. Donc voilà, ça paraît un peu complexe, mais c'était nécessaire. Mais voilà, à cette étape-là, on savait émuler des cartes. Et donc, sans surprise, comme on a commencé par le mobile, ce qu'on va essayer de rajouter à ce stade-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rajouter les téléphones mobiles pour faire en sorte que la création des apps de test soit aussi automatique.
qu'elles soient faites de manière régulière et qu'elles soient faites de manière à intégrer les mises à jour de l'engine notamment, puisque c'est ce qui change le plus dans notre suite, dans tout le logiciel. Et donc, je vous explique un peu comment ça marche pour nous, la création des apps mobiles. Alors, pour rappel, on a le Build Engine qui est un gros bloc, donc un ensemble de fichiers sources Rust, qui est dépendant d'un ensemble de librairies qui sont écrites en C. C'est les FSV, pour rappel. Alors, c'est plusieurs blocs différents concrètement, donc c'est des librairies indépendantes, mais qui sont reliées entre elles, ce qui fait un ensemble cohérent. Et ce que l'on est obligé de faire pour créer les apps mobiles de test, c'est qu'on est obligé de patcher à certains endroits de ces librairies-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'aléatoire dans certaines parties, notamment pour vérifier que les cartes vitales sont bien des cartes authentiques. Donc il y a un peu de chiffrement, il y a un peu d'utilisation de certificats, donc on est obligé de patcher ces parties-là puisqu'on a le code source. Donc les patcher en fixant certaines valeurs à certains endroits, tout simplement, histoire de faire en sorte que les tests puissent être reproductibles, parce que sinon c'est impossible, tout simplement. Donc une fois qu'on a appliqué ces patchs-là, donc qui ne changent pas, à moins qu'il y ait des gros changements dans les FSV qui n'arrivent pas tous les ans, mais donc voilà, une fois qu'on a identifié ces endroits-là, on les patch et ça s'intègre à notre outil de compilation. Et donc la suite est assez simple, un peu par la magie de Rust qui nous facilite la vie en termes d'interfaçage avec le C. Et donc on est capable de compiler 2 librairies, une par OS, forcément, il y a des différences à ce niveau-là. Donc une librairie statique pour iOS, donc c'est une librairie qui est vraiment embarquée statiquement dans l'application. Donc c'est vraiment je sais pas, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une librairie statique qui est embarquée dans l'application finale. Et une librairie dynamique pour Android. Ce qui change, c'est juste que c'est loadé au démarrage, donc au runtime. Donc ce qui veut dire particulièrement que des fois, c'est un détail, mais des fois, on peut démarrer l'application, mais là, ça ne peut crasher que plus tard, parce que c'est à ce moment-là qu'on a loadé l'engine parce qu'on en a besoin. Alors que sur iOS, une librairie statique fait en sorte que dès qu'on lance l'application, si l'engine n'est pas bon, s'il y a un pointeur qui pointe vers une zone qui n'est pas bonne, bah, ça crache tout de suite. Donc une fois qu'on a la possibilité de créer les apps et de les générer de manière automatique dans notre CI, la question qui se pose juste après, c'est comment on interagit avec les tests. Donc les tests, c'est des tests sur la facturation. C'est principalement des lectures de cartes, forcément, et puis ça va un peu plus loin, la création de factures, la création de factures donc, sous différentes configurations possibles en fonction des droits des patients, des situations des médecins, etc. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes. Et donc pour cela, on a utilisé Appium. Appium, c'est un peu l'équivalent de Selenium pour le mobile. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de contrôler l'interface de l'application depuis donc, notre suite de tests qui est écrite en Kotlin. Donc on communique avec un serveur Appium qui, lui, de son côté, communique avec un driver spécifique à chacun des OS, donc Android et iOS, forcément. Encore une fois, il y a des spécificités par OS, mais Appium nous le facilite parce qu'il nous abstrait un peu cette partie-là, donc on n'est pas obligé de connaître les détails de comment les drivers fonctionnent ou comment les utiliser concrètement. Donc voilà, donc la partie de gauche, en gros toute la partie est identique, mais sous le capot, Appium a certaines choses qu'il fait différemment en fonction de l'OS. Mais en fait, je vous ai pas dit toute la vérité, c'est-à-dire qu'on utilise Appium en effet, mais on ne l'utilise pas dans la totalité de nos scénarios de test. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est trop long pour ce que l'on veut faire. Donc nous, on a du vrai matos, du vrai hardware. Donc on n'a pas les mêmes ordres de grandeur que des tests classiques qui peuvent prendre des centaines de millisecondes ou des secondes. Donc on est obligé de s'abstraire de cet handicap-là, d'autant qu'en fait on a déjà des tests IHM, donc on n'est pas obligé de faire de la redondance sur ce que l'on teste. Donc on fait quand même de l'IHM. Pourquoi on fait de l'IHM ? Juste pour le login. Pour se loguer, pour configurer la situation du praticien, pour s'appairer au lecteur. Bon, ça c'est une partie indispensable. Donc pour s'appairer, il faut faire certaines opérations graphiques. Et donc en fait, ça se limite à ça concrètement. Ce qu'on fait, c'est que on passe par de l'injection de Code.js
Concrètement, c'est un endpoint ou une propriété plutôt qu'on a rajouté à l'interface Windows de notre JS, de notre application JS, qui n'est activée qu'en mode test, bien entendu. Et donc c'est cette propriété-là qui va nous permettre, en injectant du code, de faire un pan sur l'engine, vers l'engine, pardon, et de pouvoir appeler les endpoints de l'engine in fine. Donc les deux petits bouts de code que je vous montre, c'est à la fois la propriété qu'on a ajoutée à l'interface Windows, donc voilà, ça c'est très simple. Et la deuxième capture qui est plus à droite, c'est notre code de test en Kotlin qui fait cette injection donc en fonction des paramètres que l'on veut, donc de l'endpoint qu'on veut appeler sur l'engine. Donc ça peut être lecture de carte vitale, lecture de carte CPS, ou des choses un peu plus ésotériques. Pour faire évoluer notre architecture, donc on avait ça. Ce qui va se rajouter, c'est qu'on va rajouter les deux téléphones, Android et iOS, qui sont reliés doublement. Donc chacun est relié au PC Mac par USB. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir les contrôler, il faut pouvoir leur installer les applications dessus, il faut pouvoir débugger les applications. Donc c'est de l'USB, ça c'est normal. Et puis il y a des flèches en pointillés qui se dirigent vers le lecteur. Et donc c'est les liens Bluetooth qui permettent d'avoir le lien avec le lecteur pendant les tests. Vous remarquerez qu'il y a une prise. Pourquoi? La réponse simple, c'est que le lecteur fonctionne sur batterie. Et donc au bout d'un moment, il va se décharger. Il se trouve que nos tests sont assez conséquents, donc il peut se décharger très vite si on ne le charge pas. Mais en fait, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'en fait, on aurait pu le charger par USB, puisqu'il a un port USB qui permet aussi de le charger. Mais on ne le fait pas parce qu'en fait le lien est unique. Donc si le lecteur est connecté en USB, on ne peut plus avoir le lien Bluetooth, ce qui fait que les téléphones ne sont plus utilisables avec le lecteur. Donc on est obligé à ce stade-là donc de l'histoire de garder une prise sur le lecteur. Et du coup, une fois qu'on était là, donc là on a nos tests qui tournent automatiquement. On a encore besoin d'une personne qui appuie sur le bouton play. Donc la prochaine étape, forcément, c'était d'intégrer tout ça à la CI. Donc pour ce faire, ça a été assez simple. Il suffisait d'utiliser les self-hosted runners de GitHub. Donc avec un petit script, on a pu l'installer assez rapidement sur notre poste qui faisait tourner les tests. Donc là, vous voyez à gauche, je pense que vous avez déjà tous vu ça, c'est une action GitHub qui est en cours et donc qui est reliée à notre Mac sur lequel il y a tout le setup que vous avez vu sur le graphe avant. Là où on a dû un peu plus passer de temps, c'est sur le workflow. Donc, Nabil vous disait tout à l'heure que passer les tests avec du hardware, c'est plus long. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à 8 heures de tests par device pour passer les 2300 tests. Donc, ouais, très long. Donc, notre but, c'était de pouvoir au moins passer ces tests toutes les nuits. Mais bon, 16 heures de tests, ça fait quand même un peu long pour la nuit. Donc, on a dû réfléchir à comment optimiser. Donc déjà, première optimisation, rien que le build des apps, on était à 15-20 minutes. Donc les builds, pour le coup, on les a fait sur un runner Ubuntu classique, ce qui nous permettait de pouvoir les faire en parallèle. Ensuite, une fois que les builds sont faits, là, pour le coup, on va télécharger l'app dans notre machine de test. Et à partir de là, on va pouvoir faire runner nos tests. On est quand même toujours à 16 heures de test. On a gagné les 40 minutes de build, mais on est toujours à 16 heures. Donc l'autre étape qu'on a fait, c'est qu'en fait on a divisé le nombre de tests par 2. Et donc tous les jours, en fait, on fait la moitié des tests sur un mobile, l'autre moitié sur l'autre, et tous les jours on permute, ce qui nous permettait d'avoir quand même un feedback. En plus, malgré tout, il y a des différences entre les deux OS, mais déjà d'avoir la moitié des tests qui étaient valides sur un OS et l'autre moitié sur l'autre, nous donnait une bonne idée de si c'est bon ou pas. Donc, si on reprend là où on en était, maintenant, on a vraiment tout automatisé, connecté à notre GitHub Action, et donc qui tourne toutes les nuits. Là, à ce stade, ce qui nous embêtait encore, c'est cette fameuse prise dont vous parlez, Nabil, tout à l'heure. C'est pas très réaliste. Les praticiens, ils vont généralement pas chez le patient, ils vont pas se brancher sur le secteur avant de faire leur facture. Donc, on voulait se débarrasser de cette prise pour être un peu plus proche de la réalité. Et donc, pour faire ça, on a utilisé
ce boîtier, l'acroname. Donc en fait, c'est un hub USB, mais qui est contrôlable depuis un autre poste. Donc lui-même, on va le plugger sur un poste. Donc là, ça sera sur notre poste de test. Et depuis le poste de test, on peut aller le piloter et dire en fait si on enable ou on disable le port USB qui était connecté à notre lecteur. Et de ça, de manière très simple, hein, vous voyez là, c'est un petit script Python. Pour le coup, on n'avait pas énormément de choix pour le code pour s'interfacer avec. Mais en plus, le Python, on pouvait soit facilement l'appeler depuis notre workflow GitHub, soit depuis le Kotlin. Et donc là, à partir de là, on pouvait avoir notre lecteur soit connecté en USB au Mac, soit le déconnecter et il passait tout seul en Bluetooth pour aller se connecter aux apps mobiles. Et en plus de l'avoir connecté en USB au Mac, ça nous permettait aussi de récupérer des informations depuis le lecteur, comme le niveau de batterie, et un peu avoir aussi des stats sur ça. Donc cette fois-ci, on a une architecture où tout est vraiment automatisé, un peu plus proche de la réalité, et on était satisfait. On aurait pu s'arrêter là, mais on voulait partager avec vous 2-3 petites choses supplémentaires, comme sur tout projet, hein, des petites découvertes en cours de projet qu'on a dû résoudre. Alors la première petite contrariété, probablement un classique, pour nous très très embêtant, avant qu'on puisse le résoudre. Alors c'était tout simplement des pop-up auxquels on ne s'attendait pas et qui arrivaient la nuit au milieu de nulle part, qui popaient sur nos apps. Pourquoi c'est embêtant? Non pas parce que on ait besoin de regarder des choses sur l'HM, mais en fait parce que ça casse le lien avec les tests, et ce qui fait que dès que ça arrive, tous les tests par effet domino sont rouges, et c'est particulièrement énervant quand on a envie de savoir combien de tests sont passés la nuit dernière et que en fait il n'y en a qu'une dizaine qui sont passés. Alors heureusement Appium nous permet de se passer de ces pop-up là. Alors les pop-up qui nous concernent sur l'application, c'est principalement les pop-up de demande de permission, donc d'autorisation Bluetooth notamment par exemple. Donc Appium nous permet dans la config des tests, demander à ce que toutes les pop-up puissent être autorisées. Puisque voilà, on en a besoin, c'est sûr qu'on en a besoin. S'il y a une redemande, on n'a pas envie de s'embêter avec, on a juste à autoriser automatiquement sans en être notifié. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus simples à gérer, c'est les pop-up de demande de mise à jour de l'OS. Bon, ça, heureusement, les configs de chaque OS permettent de pouvoir désactiver les mises à jour automatiques pour pas être surpris par ça pendant les tests. Une deuxième petite chose, ça a été au bout de quelques jours, les tests qui tournent plus parce que les ordinateurs ont redémarré, parce qu'ils avaient une configuration pour redémarrer toutes les semaines. Pas très pratique pour des tests qui sont censés ne plus avoir besoin d'intervention humaine. Donc bon, là, vous vous en doutez, hein, rien de très compliqué. Hein, il a suffi d'enlever le redémarrage auto, mais voilà, petite surprise. Un autre truc qui était un peu plus embêtant que le redémarrage automatique, c'était les changements de réseau Wi-Fi inexpliqués. Donc il se trouve qu'on a 2 réseaux Wi-Fi dans les locaux où il y a le banc de test, donc 2 réseaux auxquels on peut se connecter. Donc il se trouve que des fois l'un des 2 Windows ou les 2 switchaient aussi la nuit pour des raisons obscures. Alors pourquoi c'est embêtant? Non pas pour qu'on ait besoin d'internet sur ces 2 Windows là, mais en fait c'est que ce qu'on vous dit pas jusque là, c'est que les Windows, en particulier les Nomad Lab, donc les émulateurs de cartes, exposent des serveurs locaux pour que la suite de tests puisse les appeler, donc pour dire tout simplement charge telle carte. En fait c'est un serveur qui est derrière et qui écoute ces demandes-là, et donc une fois qu'on a plus ce lien-là, par ce changement de réseau Wi-Fi, encore une fois, tout casse, et par effet domino, les tests ne vont pas au bout. La solution était assez simple, c'est d'avoir un réseau par Ethernet, câbler tous les Windows, les 2 Windows et le Mac pour qu'il n'y ait plus d'aléas de ce point de vue-là. Et enfin, dernier petit truc, je pense que vous avez tous déjà vécu ça, le nombre de ports disponibles. Donc en plus sur Mac, on n'a que des ports USB maintenant, alors que les produits qui nous étaient fournis, là, le Nomad Lab et l'acroname, fournis avec des câbles USB-A. Donc encore une fois, rien de très grave, mais il a fallu se rééquiper, racheter des câbles.
surtout qu'on ne voulait pas passer par tout ce qui est hub ou convertisseur, qui manque parfois de fiabilité. Donc cette fois, je pense que vous comprenez un peu mieux l'image qu'on vous a montrée au début de la présentation. Donc avec à droite la partie émulation, donc on voit les 2 Windows et les 2 Nomad Lab, donc les 2 boîtiers en blanc, dont un avec un petit sticker rouge. Le note lecteur dans le carré blanc, dans lequel est inséré les 2 sons de Nomad Lab, avec les 2 apps aussi. On voit que là, les tests sont en train de tourner sur l'Android. Le fameux acronyme qui contrôle l'USB en bleu. Et enfin, notre Mac de test sur lequel il y a le runner et qui est connecté à GitHub. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que vous appréciez la présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Vous avez parlé au début brièvement de la certification que vous avez dû faire passer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là, savoir si vous avez eu des contraintes ou des choses à respecter peut-être vis-à-vis de ces certifications? Je suis pas sûr de bien comprendre. En fait, je me demande simplement ce que c'est que ces certifications, ce qu'elles encadrent en fait. Elle encadre le respect des règles de l'assurance maladie, principalement, pour être très macroscopique, par rapport à notre logiciel, mais aussi au matériel qu'on utilise. Donc, vu qu'on a un lecteur que l'on développe, que l'on commercialise, tout simplement. Donc, on est obligé de passer aussi certains tests là-dessus. Je ne sais pas si je peux donner plus de... Oui, plus aussi sur la partie mobile. En fait, sur la partie mobile, le fait qu'on recompile les sources, on a un niveau de certification, on va dire, plus important à passer. Et là, en fait, il se trouve que les cartes vitales, sont pas vraiment toutes les mêmes. Là, il y a différentes versions. Donc, il se valide aussi qu'on est capable de lire toutes les versions de cartes, qu'on est aussi capable de détecter des cartes qui seraient pas authentiques, des cartes qui auraient un certain fonctionnement un peu différent. Ok, super, merci. Ouais, je vois beaucoup de matériel susceptible de tomber en panne du coup. Est-ce que vous avez de la redondance, un truc qui permet d'assurer une infra de backup ou des trucs comme ça? Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est encore quelque chose de très nouveau. Hein. Ça tourne toutes les nuits, finalement, depuis pas si longtemps que ça. Bon, la présentation était finie avant que le projet soit réellement fini. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas de redondance. Et en fait, c'est pas hyper critique. C'est-à-dire qu'on n'est pas à un jour près. Donc si jamais c'est en rade pendant 2 jours... Oui, d'accord. Les lecteurs, on en a, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, juste pour compléter, les tests auto, en plus ils sont là depuis pas longtemps. On a aussi en plus une équipe de QA qui valide, qui ont aussi leur lecteur. Ça permet aussi de... on n'est pas en train de tester tout le temps avec le même lecteur, du fait qu'il y a aussi d'autres équipes qui valident. Voilà. Le fait que vous ayez, que vous n'utilisiez pas les vraies cartes pour les tests et que vous ayez stopé la sécurité et tout ça, ça pose pas un problème du côté de l'assurance maladie pour valider votre certification? Alors, on ne se sert pas de ces tests pour valider la certification. Hein. La certification, elle va vraiment être passée avec les vraies cartes. C'est juste pour vérifier là, les règles comptables. Ça, c'est pour nous. C'est pour vérifier que notre compilation, que le lien Bluetooth qu'on a créé, hein, toute la partie Bluetooth, en gros, ce que avant les FSB essayaient d'envoyer via le PCC, ça, on l'a recréé. Donc, on valide aussi cette partie-là, le firmware. Donc, c'est vraiment pour vérifier que on n'a pas introduit de bug dans ces couches-là, mais pas pour passer la certification. Bonjour, merci déjà pour cette présentation. Je voudrais savoir, est-ce que vous testez tout ce qui est firmware update et comment vous le faites? Pas encore. C'est un projet qui viendra bientôt. En fait, le firmware n'est pas encore... il est déployé sur le parc, mais on n'a pas encore d'outils pour l'updater de manière transparente chez les utilisateurs. Ça viendra dans le futur assez proche, mais ça fera partie aussi ça intégrera cet ensemble-là.
Je sais pas si je réponds à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Vous avez parlé que vous avez hacké donc la DLL PCSC pour récupérer les trames. C'est à partir de ça que vous avez configuré le petit module qui simule la carte vitale, c'est ça? C'est ça qu'on a enregistré les échanges qui ont lieu avec les cartes, donc au préalable. Et donc on sait pour chaque commande quelle réponse la carte est censée répondre. C'est comme ça que l'émulateur fonctionne en fait. D'accord. Parce qu'en fait, l'émulateur, lui, il permet pas de copier une carte puis ensuite la Non. réutiliser. Non, non. C'est d'où la partie dont vous parlez, Nabil, où on a dû patcher pour les tests les FSV, parce que normalement, vous en doutez, hein, on ne peut pas copier une carte vitale comme ça. Il y a une partie d'authentification que là, on a un peu bypassé pour le cadre des tests. Mais du coup, non, on ne peut pas le faire pour n'importe quelle carte et ensuite aller chez un praticien avec la carte de quelqu'un d'autre. On a le temps encore pour une question, si vous... Non? C'est fini? Bon. Bah, merci beaucoup à tous les deux.